Il est l'arme ultime des Decepticons, le kaiju de la licence Transformers, un monstre mécanique capable de se changer en ville entière ou en vaisseau spatial. Aujourd'hui, on parle de Trypticon. Le jouet original de Trypticon a été commercialisé en 1986, étant l'équivalent à Metroplex côté Decepticons, un bot pouvant se changer en énorme base ainsi qu'en station de combat mobile. Plutôt qu'un robot humanoïde, Trypticon possède une apparence bestiale, une sorte d'énorme dinosaure, largement inspiré du plus célèbre des kaiju, Godzilla bien évidemment. Accompagné de Full Tilt et Brunt, deux plus petits robots, il était aussi l'un des rares jouets Transformers de l'époque à être motorisé. Il pouvait en effet avancer tout seul en mode robot à une très petite vitesse. De même, il était possible pour lui de se combiner avec Onslaught et Motormaster en mode base, s'agissant d'un des gimmicks de l'époque. Si la première apparition de Trypticon en Occident est dans la saison 3 de la série G1 et les comics Marvel, le personnage fait ses débuts en dessin animé au Japon dans l'épisode Scramble City, exclusif au pays du soleil levant et faisant la transition entre la saison 2 du cartoon et le film. Ici, Trypticon est présenté comme une construction des Decepticons en réaction à la création de Metroplex sur Terre par les Autobots. Il émerge alors de l'océan, tel Godzilla, et s'en va affronter son rival désormais le plus célèbre. Puisque Scramble City est un épisode exclusif au Japon, et qu'il est pendant longtemps resté assez obscur, une origin story totalement différente fut présentée dans la saison 3 du dessin animé G1 pour Trypticon. Ici, il est créé en 2005 par nul autre que les Constructicons, qui utilisent une ville humaine comme base pour cet immense titan. Lorsqu'il se transforme pour la première fois, il fait fuir les occupants de cette dernière et se métamorphose pour adopter l'apparence qu'on lui connaît. Il attaque alors aussitôt les Autobots, se dirigeant vers leur base et la détruisant bonnement et simplement, malgré la résistance de plusieurs d'entre eux. Trypticon affronte ensuite pour la première fois Metroplex, le début d'une longue série d'affrontements qui font des deux titans de vrais rivaux. D'un côté l'intelligence de Metroplex, de l'autre l'esprit bestial et primitif de Trypticon, mais dans tous les cas, un niveau de puissance et de destruction quasiment sans égal. Trypticon cannot be stopped. Nothing can stand in my way. Il sera au centre du tristement célèbre épisode Thief in the Night, qui le voit voler des monuments à travers le monde pour les donner aux dictateurs du pays de Carbombia. Un plan et plus largement un épisode ridicule qui fut stoppé encore une fois par Metroplex. Cette approche autour du personnage de Trypticon, qui le voit être une sorte de gros monstre pas très intelligent, est propre au cartoon car il avait été pensé au départ, en tout cas dans son premier profil rédigé chez Marvel, comme un bot à l'intelligence normale. Il continuera d'être un méchant récurrent dans la suite de la G1 au Japon, Transformers Headmasters, et fera son retour en 1990 dans l'unique épisode de Transformers Zone avec un tout nouveau design et une taille qui semble bien plus petite que ce qu'on avait pu connaître auparavant. Trypticon apparaît donc aussi dans les comics Marvel G1. Envoyé sur Terre par Ratbat sur l'ordre de Shockwave, il attaque l'Arche et enferme les Autobots dans l'éboulement. Wipeout, un Transformers lié à Trypticon, capture alors une humaine, et Grimlock avec les Dinobots, qui ont vu la scène, interviennent pour sauver celle-ci. Lors du combat, le Titan prend l'avantage, mais il est rappelé en urgence par Ratbat afin d'éviter que ses réserves d'énergon ne soient trop basses. Du côté de la continuité Marvel britannique, il a une histoire un peu plus fun. Alors que Flame, un scientifique Autobot fou, crée une armée de zombies, Flywheels, un Decepticon, s'étant allié momentanément avec Ultra Magnus, partira chercher des renforts et ramènera ni plus ni moins que Trypticon, pour écraser littéralement les zombies du scientifique.
Durant toute la fin de la première génération aux États-Unis et jusqu'en 1990 au Japon, Trypticon a su s'implanter comme une figure importante des rangs des Decepticons. On le voit notamment apparaître dans les pages de nombreux mangas, notamment liés aux cartoons, ainsi que dans plusieurs magazines de l'époque. Il est également le boss final du jeu vidéo Transformers Mystery of Convoy, ou Convoy no Nazo, le jeu ayant fait rager le JDG et exclusif à la Famicom, soit la version japonaise de la NES de Nintendo. Il sera même également présent dans l'adaptation de la série N-Masters sur la Disk System de la Famicom, qui était un périphérique à rajouter à la console, permettant de lire des disquettes, une fonctionnalité là encore jamais importée en Occident. C'est au début des années 2000 que Trypticon a véritablement fait son retour, dans les pages des comics Dreamwave. Ici, Trypticon, c'est un projet militaire, une arme ultime conçue par les Decepticons, pouvant se transformer en base mobile. Prol apprendra l'existence de ce projet et mènera l'enquête, mais les Autobots se feront quand même avoir quand Trypticon se transformera. Totalement impuissant contre le Titan, Prol et son équipe survivront néanmoins, car Trypticon est appelé en renfort par Shockwave afin de se battre contre l'armée du Prime déchu, The Fallen. Dans cette version, il commencera à remettre en question son traitement au sein des Decepticons, ça sera la première fois qu'on verra le personnage faire cela, une prémisse qui sera réutilisée plus tard dans les comics IDW. Après son premier jouet de l'époque, Hasbro a mis un sacré bout de temps avant de réellement s'attaquer de nouveau au personnage de Trypticon. Son premier jouet depuis l'original fut dans la gamme Classics en 2006 au format Legends. Il est ici un simple repaint du Scourge de la gamme Cybertron, se transformant en dragon à 3 têtes. Plus étonnant encore, la première vraie tentative de refaire un jouet du Trypticon G1 fut en 2009 sous la forme d'une souris d'ordinateur. Oui. En gros, c'était une souris USB fonctionnelle pouvant se transformer. Ce Trypticon s'inscrit dans la fameuse gamme des Device Labels de l'époque, plusieurs transformers pouvant se changer en véritables périphériques d'ordinateur, allant de la clé USB à la souris d'ordinateur donc. Un peu à l'image de Metroplex, lorsque Trypticon n'apparaît pas en tant que tel, son nom est parfois référencé pour désigner une ville. C'est notamment le cas dans l'univers étendu des premiers films Transformers, où Trypticon est le nom de la capitale de Cybertron, ni plus ni moins, une ville prise d'assaut par les Decepticons et qui deviendra leur quartier général. De même, dans Transformers Animated, il s'agit du nom donné à la plus importante prison de Cybertron, située dans un lieu isolé, afin d'emprisonner les plus grands criminels de la planète. L'apparence de cette prison est bien évidemment une référence à la version G1 de Trypticon, et si la 4e saison d'Animated avait été produite, elle aurait vu Megatron y être incarcéré avant de s'enfuir. Il aurait alors réussi à la faire décoller et à en faire un vaisseau qui se serait plus tard écrasé sur Terre, plus précisément sur l'île des Dinobots. Dans les comics IDW, Trypticon est un très vieux titan ayant connu les anciens Prime. Scellé dans une caverne souterraine après une défaite contre Metroplex, il sera découvert par les Autobots. Lorsque le leader des Decepticons à ce moment-là, Scorponok, l'apprendra, il ordonnera de le réveiller en espérant le faire rentrer dans ses rangs. S'ensuit un long déchaînement de furie et de violence de Trypticon. En même temps, quelle idée de réveiller un titan scellé par les Primes, vous me direz. Plus tard, le leader des Decepticons le fera renaître en lui donnant le spark d'un quintesson. Grâce à cela, Trypticon devient plus intelligent et docile, et intègre donc les rangs de l'armée de Megatron. Il servira alors de vaisseau et de pont spatial pour les siens. Lors d'une mission, il sera envoyé pour attaquer Metroplex et se fait détruire. Mais il s'agissait en réalité d'un leurre pour empaler Metroplex avec un autre vaisseau. Une merveilleuse idée que voilà, sacrifier un des titans les plus utiles possible. Plus tard, il sera ressuscité, encore, par Bloodjohn cette fois, qui veut se servir de son pont spatial interne. Pour ce faire, il implantera des sparks à l'intérieur de lui. Trypticon sera néanmoins libéré du contrôle de Bloodjohn et lui fera immédiatement regretter son idée. Par la suite, il relâchera les fameux sparks qui deviendront alors des protoformes. En ayant assez d'être traité comme une arme de destruction massive, il souhaite être une force de création. Avec l'accord d'Optimus Prime, il deviendra alors l'un des ambassadeurs de la Terre afin de protéger ses petits protoformes. Tout plaqué pour devenir papa au foyer, décidément Trypticon est un meilleur père que certains. Il sera malheureusement tué par Unicron lors du dernier arc des comics, en ayant, quelque temps avant, pris des dispositions pour essayer de sauver ses petits.
et c'est ainsi que l'histoire de Papa Dinosaur se finit, et oui, c'est assez triste. Pour essayer de contrebalancer vos sentiments négatifs, je peux vous parler très rapidement de sa version dans les comics Transformers vs G.I. Joe dessinés par Tom Scioli. Ici, sa bouche est la salle du trône de Megatron. Pas besoin d'en dire plus, je pense que ça se passe de commentaires. En 2010, dans le jeu vidéo War for Cybertron, sur console et PC, Trypticon a connu ce qui est encore aujourd'hui sa plus grande mise en avant au XXIe siècle. Il est ici l'arme ultime des Decepticons et le boss final du jeu. À l'origine, Trypticon était une station orbitant la planète Cybertron et traitant l'énergon noir. Lorsque Megatron entend utiliser le pouvoir de cette énergie pour dominer la planète, il se sert de Trypticon pour attaquer les Autobots. Lorsque les Aerialbots contre-attaquent et parviennent à lui infliger des dégâts, la station commence alors à se transformer en une énorme créature qui s'écrasera à la surface. Optimus Prime, Bumblebee et Iron Knight parviendront à la vaincre avec difficulté, mettant ainsi fin à sa menace, du moins temporairement. On notera d'ailleurs que Trypticon est également le boss final des versions Wii et DS du jeu. Primus, it worked. You've lost, Trypticon. Dans la suite, Fall of Cybertron, la carcasse de Trypticon est utilisée afin de construire le Nemesis, le vaisseau de guerre des Decepticons. Megatron considère cela comme une punition contre Trypticon qui a échoué dans sa mission initiale, et le piège donc à tout jamais dans une forme véhicule qu'il ne pourra que subir. If you can hear me, understand this is not a rescue mission. Despite your great power, you failed to destroy the Autobots. You failed. Henceforth, your chassis will be altered and redesigned to my specifications. Megatron, in his damaged state, Trypticon's alternate form will become permanent. All the better. Soundwave, initiate the Nemesis Protocol. On peut d'ailleurs également voir la dépouille de Trypticon dans les missions sur Cybertron de Rise of the Dark Spark, un niveau se passant à l'intérieur de celui-ci. Dans Transformers Prime, il est plus que suggéré que le vaisseau de guerre des Decepticons, le Nemesis, est en réalité Trypticon, une idée reprise donc des jeux, dans cette volonté de l'époque de créer un peu de continuité entre ces deux médias. Un épisode verra Megatron injecter de l'énergon noir à l'intérieur de celui-ci, ce qui le réveille et parvient à lui faire reprendre le contrôle. Trypticon met alors en stase tous ses occupants et sera stoppé assez étonnamment par Jack, Miko et Raph qui se téléportent à l'intérieur afin de l'empêcher d'attaquer New York. Le vaisseau retrouve alors son état de base et l'esprit de Trypticon est de nouveau piégé. Si la référence au jeu semble assez évidente durant l'épisode, et a même été confirmée par un livre sur les visuels de la série, les scénaristes de Prime sont plus vagues et suggèrent même que ce n'est pas Trypticon qui est référencé durant l'épisode, ce qui semble assez surprenant. Il s'agit en réalité de la conséquence des différents créatifs existants à l'époque entre le studio et Hasbro sur la question notamment d'univers partagé entre War for Cybertron et Prime. J'ai fait une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse, et je vous invite à aller la voir pour mieux comprendre la création chaotique de la série. En 2017, après plus de 30 ans d'attente, Trypticon reçoit enfin une nouvelle figurine dans sa forme G1, dans la gamme Titan's Return. Il s'agit d'une figurine de classe Titan, pouvant se transformer en base ainsi qu'en vaisseau, probablement en référence à sa version Fall of Cybertron. Cela le conduit à revenir dans plusieurs médias, notamment les mangas Transformers Legends. Ces derniers lui donnent même une nouvelle forme en référence au film Shin Godzilla, sorti un an auparavant. On le reverra aussi du côté de la web-série Titan's Return de Machinima, ainsi que dans d'autres médias, comme les comics crossover Star Trek vs Transformers. La dernière réinvention en date de Trypticon nous est venue de la série Transformers Cyberverse en 2021, d'une façon assez originale et surprenante, disons. Trypticon est ici présenté non pas comme un monstre détruisant tout sur son passage, mais comme le leader d'une équipe de mercenaires arrivant sur Cybertron et gelant cette dernière dans le temps, incapacitant l'immense majorité de ses habitants. Sa personnalité est ici davantage comique qu'autre chose, étant une sorte de mini-chef d'entreprise exploitant ses employés. Ces derniers
dernier profite d'ailleurs de l'affrontement entre Trypticon et les Dinobots pour s'enfuir et se libérer de son emprise. Trypticon est alors à son tour gelé sur place, et son corps devient même un monument sur la planète Cybertron. Indéniablement l'un des Decepticons les plus iconiques de la fin de la G1, Trypticon est également l'un des titans les plus célèbres de la licence Transformers, un hommage à Godzilla, devenu avec le temps bien plus qu'une simple version cybertronienne de ce dernier. On attendra maintenant de voir quand et comment le personnage fera son retour, que ce soit dans les pages de nos comics, dans une série, ou même pourquoi pas au cinéma.